Bonsoir, soyez les bienvenus au Lexicofolio. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Nous avons le plaisir d'accueillir deux amis qui nous viennent de France, tous les deux, Nicole Dubois-Tartacap, qui est l'auteur du livre que nous allons présenter, qui va être présenté ce soir, et Nikos Verekos, qui est disons, le fondateur de l'association pour l'apprentissage du grec moderne en France, Phonigraphie. Le livre qui va être présenté ce soir s'appelle Kalimera, Séjours et songes en terre grecque. Nikos, je vais te passer la parole et je vais dire avant de te passer la parole, en grec, cette fois, que τη Δευτέρα στις 8 η ώρα ο Νίκος Γρεκός θα μιλήσει στο καφενείο εστιατόριο Φίλιων, Τέος Ντόλτσε, στην Οδό Σουφά, δίπλα στον Άγιο Διονύσιο, για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στη Γαλλία και για την πολιτισμική παρουσία της Ελλάδας στη Γαλλία. Σωστά. Αυτό. Και είσαστε όλοι προσκεκλημένοι. Καλησπέρα λοιπόν. Bonsoir. Nicole, Nikos. Alors, avant de donner, évidemment, je me mets au service du livre qui est très beau. Et deuxième, je vous dis que je suis dans la salle, de toute façon, il y a plusieurs personnes qui me connaissent. Assez brut de coffrage comme personne. C'est-à-dire, soit j'aime pas. Alors, la plupart des fois, et ça c'est très bien, j'aime beaucoup, et passionnément même. Alors, je suis d'un certain âge, ou d'un âge certain, vu mes cheveux blancs, etc. Et, malgré tout, j'ai gardé une passion de jeunesse pour la vie. Peut-être parce que j'ai failli la perdre. Alors, c'est pour ça que j'aime le lieu de vie comme le Lexicofolio. Et ça m'a pris beaucoup de temps pour me trouver bien la même personne, et en France et en Grèce. Comme je veux faire un peu de jeunes, j'utilise Facebook. Alors, en même temps, comme je suis un peu vieux, je ne vais pas utiliser Facebook comme les jeunes. Alors je dis, je vais transformer Facebook en blog. Et les derniers jours, ou les premiers jours de l'année, je dis, je vais faire les bilans de l'année 2018. J'ai trouvé 12 choses importantes qui me sont arrivées en 2018. C'est pas beaucoup 12 choses pour une année, mais c'est déjà pas mal. Et j'ai écrit, j'ouvre les guillemets, comme je n'ai jamais éprouvé dans le sens inverse les mêmes flottements, je me demande si l'univers est plus en adéquation avec un être humain, plus exactement avec moi-même, n'est pas une île dont on peut faire le tour à pied en une demi-journée. Tout en sachant, n'est pas une île, etc. Tout en sachant que l'étouffement vient vite dans un tel lieu clos. C'était un petit extrait du livre de Nicole. Je note en bas. 36 ans d'enseignement du grec langue étrangère, 24 ans de coordination pédagogique et culturelle à Phonigraphie, j'ai commencé à me lasser. Ce texte est arrivé juste au moment voulu pour faire fondre la glace autour de mon cœur, bien écrit, sincère
mais surtout incluant dans chaque paragraphe discussion avec le lecteur et les respectant comme je n'ai rarement vu. Phonographie qui s'est toujours voulu un espace de dialogue afin que chacun trouve sa propre Grèce, trouve avec Nicole sa raison d'être. Et moi, je goûte au bonheur. Vous comprenez que je peux me payer un billet d'avion pour vivre mon bonheur avec vous. Et aimer Nicole, qui malheureusement me fait le plaisir d'être déjà mariée et son mari l'est très bien. Mais nous avons, c'est ce qu'on appelle la phonographie, un amour pédagogique. Et nous avons un amour littéraire. Et dans tous les amours, on se chamaille. Parce que je lui dis, tu as une écriture fantastique, tu as un style. Je pleure en lisant ton nom. En même temps, je l'engueule sur certaines pages qui ne me plaisent pas. Et elle me dit, je vais te poser une colle. Je ne suis pas une écrivaine, je suis une auteur. Je dis, mais en grec, comment vous pouvez faire? Et là, elle me pose des problèmes par rapport au grec. Je dis, singgraphère, Stalinka. Elle m'a dit, mais je ne suis pas singgraphère, je suis auteur. Mais en grec, je ne trouve pas la différence. Egrapsesena bibli, on dit en grec. Alors, c'est pour cela que ça tombe à pic, que le 9 février après-demain, ou non, après-demain, c'est la journée. Mais moi, je perds la moitié du public. Le 9, messieurs, le 9 février, c'est la journée des mémoires de Dionysios Solomos. Le gouvernement actuel n'a pas voulu se déguiser en Alexandre le Grand et le régime de la guerre. Alors, ils ont décidé que c'est le 9 février qui est déclaré comme la journée mondiale de la langue grecque moderne, du grec, de la grécophonie. Et c'est la première fois où la Grèce a bien compris les jeux, et à la Maison de la Grèce à Paris, toutes les associations vont faire une journée avec des ateliers, une table ronde énorme par rapport à l'enseignement du grec moderne. Je vais vous dire, quelque part, je prends ma revanche, double revanche. Revanche de la beauté, de la qualité d'écriture de Nicole, revanche des phonographies de toutes les associations qui œuvrent tous les jours comme des petits soldats pour la Grèce et le grec moderne, et que les grands académiciens, etc., nous disaient, vous faites du grec touristique. Et on va leur dire que le grec touristique n'est pas si mauvais que ça. Dans quel sens? Et je finis avec un dernier exemple. Une élève m'a dit un jour, il y a à Hydra une Française qui croit parler grec. Ah bon, j'ai dit, qu'est-ce qu'elle fait alors? Il m'a dit, elle va faire ses courses en grec. Elle demande des nouvelles du voisinage en grec. Elle va commander la taverne en grec. Et elle croit parler grec. J'ai dit, mais elle parle. Elle dit, moi, je vais parler grec comme mon grec sera à la hauteur de mon intellect. Mais madame, le cours s'arrête là, je refuse d'être votre professeur. J'avais compris. Tandis que Nicole, elle est là, humble et belle, dans une écriture de vérité, où par moments elle s'emporte dans son amour, parce que l'amour il est aveugle, mais il n'est pas bête. Parce qu'on a plein de livres, j'ai eu au moins 10 livres sur la Grèce écrits par des philhellènes, qui sont du style. Chaque pêcheur qui sort de la barque, c'est Poséidon réincarné dans la Grèce moderne qui arrive. Ça va, non? Chaque belle grecque, c'est Aphrodite qui sort de l'écume de la nature. Ça va, on a vécu. Alors, j'ai lu un peu et je commence à pleurer. J'ai dit, elle a raison. Elle a raison. Pourquoi? Parce qu'il y a une vérité personnelle. Et elle dit parfois, peut-être c'est comme ça. Quelque part plus tard, elle dit, peut-être c'est me trompe. Je découvre. Peut-être je découvre mal. Et je déteste le style affirmatif. Parce que le style affirmatif, il peut être comme un discours à la limite totalitaire. Où je t'affirme la vérité, la pravda, et je te dis, voilà la Grèce. Et moi, qui vis en famille gréco-française, j'ai fini avec ça, je me suis presque jamais engueulé en famille. Une fois, ça a failli tomber à la maison. Parce qu'ils m'ont dit, vous, les Grecs. J'ai dit, honte moi,
Michaliolakos, il y a 15 Grecs. Alors, si vous me dites, vous les Grecs, vous les Français ici, vous êtes les Français, la crème des Français, ou des Grecs. Les franchouillards, je ne les aime pas trop. Voilà. Alors, Nicole, elle aime la Grèce, mais elle aime avec un amour raisonné, irraisonnable, parce que tout amour, il est quand même irraisonnable, mais raisonné, parce qu'elle peut réfléchir sur son amour et pouvoir donner cette réflexion. Comme un vrai professeur de langue, il est en même temps praticien, mais il sait théoriser sa pratique. Voilà. Comme introduction, ça te convient? Voilà. Je lui pose la question. Attends, il faut m'aider, le vieux monsieur. Voilà. On lui a tous posé des questions. Alors, on sait tous les choses un peu bateau, que Nicole Tartakat, elle écrit dans le livre, où on l'a vu d'une manière peut-être pas la mieux possible, et c'est très intéressant. La revue Desmos, qui est la librairie Desmos, ont voulu être un peu avant-gardistes en faisant un parallélisme entre les textes de Raymond Dubois, qui est le père de Nicole, et les textes de Nicole Dubois-Tartakat, pour montrer un peu, je crois, quelque chose qui peut toucher trop de l'intérieur. Nicole, elle ne peut pas prendre la distance qu'il faut pour lire ces textes. À travers ces deux personnes, montrer l'évolution de ce qu'on appelle l'esprit philhellène. Un esprit philhellène plus vers les gens qui connaissaient l'Antiquité, qui viennent découvrir la Grèce moderne, les gens qui, comme Nicole, qui m'énervent, parce qu'elle parle très bien la Grèce moderne, mais n'ose pas parler à la radio, où on l'avait invitée à des émissions, elle a déclaré, elle a décliné l'invitation, parce que nous avons la fétichisation de l'écrit en France et la peur de l'oral. Il faut que vous compreniez que les Grecs ne sont pas tellement féticistes et tellement normatifs par rapport à la langue. Une Française ou un Français qui fait des petites fautes, il est à la limite charmant. En France, j'espère que je reste un peu charmant quand je ne peux pas très bien prononcer. Il y a d'autres qui me disent la honte. Alors, elle a dit, alors Nicole, elle dit au premier page du livre, comment la Grèce était quelque part en elle, à travers les lectures de l'Antiquité, Homère, etc., à travers les très belles lettres aux cartes postales qu'elle attendait des voyages de son père. Et elle explique très bien la différence entre aujourd'hui, on est dans les à travers les SMS, les mails, les Facebook, etc. À l'époque où ça prenait le temps de mûrir, d'attendre, une passion un peu différente, plus, à la limite, quelque part plus touchante, si je dis des bêtises. Et à l'âge de 20 ans, elle est allée en Grèce. Et après, on a des pages très jolies de la naissance de cet amour. Quand on a vu les livres, tout le monde lui pose la question, alors tu as fait pendant tant d'années de voyage, des carnets de bord, des carnets de voyage. Et là, la réponse est à toi, de montrer la genèse du livre et la méthodologie de l'écriture de ces livres, à peu près. L'écriture. Alors, ça m'est un petit peu difficile de prendre la parole après Nikos, parce qu'il parle tellement bien. Et moi, je parle bien parce que le livre est bien. Et moi, je dirais que j'ai plus de facilité à écrire qu'à parler. Mais enfin bon, je vais quand même réussir à dire quelque chose. Donc, ta question, c'était pourquoi est-ce que j'ai décidé d'écrire ce livre? Je dirais que c'est quelque chose que je portais en moi depuis longtemps, effectivement, cet amour pour la Grèce. Et depuis longtemps, j'avais envie de le communiquer à d'autres personnes. La base, je crois, c'est une envie de transmission. L'envie de transmettre cet amour et de faire connaître surtout une Grèce dont je me rendais compte qu'elle était souvent mal connue par des personnes qui venaient y passer 15 jours dans une île, en général des Cyclades.
et puis 15 autres jours dans une autre île des Cyclades. Et beaucoup de personnes que je rencontrais et qui me parlaient de la Grèce n'imaginaient même pas qu'il y avait une partie continentale qui pouvait être plus qu'intéressante et plus que belle. Et c'était une méconnaissance ou une mauvaise connaissance, je pense, du pays, et j'avais envie de transmettre ce que moi je connaissais de la Grèce. Alors bon, c'est une idée qui me trottait dans la tête depuis des années et puis que je ne mettais pas à exécution. Et le déclencheur, je crois, le début du déclenchement, ça a été la crise en Grèce. Donc en 2009, je crois, ou 2010, quand la crise a commencé en Grèce et que j'ai commencé à entendre les commentaires sur la Grèce et à lire un certain nombre d'articles sur la Grèce, j'avais envie de donner une autre vérité. Et notamment quand j'entendais dans certains articles, quand je lisais, des personnes qui prenaient la défense, entre guillemets, de la Grèce, qui était quand même attaquée à l'époque par certains, c'était toujours fait, ou presque toujours, au nom de l'Antiquité. Alors, je trouvais que l'Antiquité, oui, c'était important. Bien sûr, on savait, la Grèce a légué tellement de choses, mais je trouvais quand même un petit peu réducteur de passer sous silence un passé beaucoup plus récent, qui était notamment la dernière guerre mondiale, pendant laquelle la Grèce avait été héroïque dans sa manière de résister. Et je trouvais que c'était dommage de ne jamais évoquer ça, parce que dans cette résistance, et dans la résistance que la Grèce a toujours montrée dans beaucoup d'occasions, je trouve que, en ça, la Grèce est profondément européenne, sans aller chercher jusqu'à l'Antiquité. Donc ça a été un déclencheur. Et puis le deuxième déclencheur, ça a été une lettre d'un ami qui habite Égine, et qui est Lefteris Diakoyannis, qui est présent dans la salle. Et cette lettre, je ne sais pas, Nikos, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que je peux la lire ou... Juste, on lit la lettre, mais ce qu'elle dit, Nicole, ça va dans l'esprit de ma démarche et une grande partie de mon intervention de lundi pour souligner la démarche de Nicole. Pour moi, les touristes sont des citoyens. Ils ne peuvent pas consommer un pays. J'ai fait la Grèce, j'ai fait telle île, c'est une expression française qui me dérange un peu. Ils sont citoyens. La façon dont on fait du tourisme, ça doit être la même façon dont on se comporte comme citoyen de notre propre pays. C'est pour ça que je parle, je distingue les citoyens et les visiteurs. Les citoyens et les gens qui vont à la rencontre d'un pays, d'une culture, des gens. Et c'est ça la démarche de notre association Phonographie. C'est ça la démarche de Nicole que j'ai voulu promouvoir, puisqu'elle est bien écrite dans une belle langue. Mais c'est aussi une attitude. Et je trouve que, comme par exemple on parle de la Grèce en France, il y a des personnes qui parlent de la Grèce d'une manière comme si c'était quelque chose d'étranger, et des gens qui parlent en disant ce qui se passe en Grèce, mais tous dans le plus profond de mon être, parce que si la Grèce bascule, je basculerai avec, si la Grèce gagne, je gagnerai avec. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, la lettre, elle est capitale parce qu'elle montre que Nicole, elle est venue en Grèce, mais n'est pas allée s'allonger, plonger Dieu sur la plage, chose qu'elle a le droit d'ailleurs de faire, mais elle est allée à la rencontre des Grecs. Donc la lettre de Lefteris disait « Aujourd'hui, la Grèce est un grand corps sans vie. On n'ose plus rencontrer personne, amis, parents, de peur qu'on ne commence une conversation attristée sur où nous en sommes arrivés et où nous allons. Nous avons supprimé tous les plaisirs simples, même celui d'un repas dans une taverne. Les privations, la tristesse ont envahi chaque maison à cause des erreurs que nous avons commises, minimes cependant par rapport à celles de nos responsables qui nous ont amenés à cette situation désastreuse. On reçoit continuellement par Internet des milliers de mails qui tous ne traitent que de ce sujet. J'ai souvent pensé à te les envoyer, mais je ne l'ai pas fait, ne voulant pas te communiquer notre tristesse.
Des générations de Grecs ont émigré entre 1920 et 1960, comme mon père aux États-Unis ou moi-même au Congo, mais nous appartenions à des générations qui avaient un faible niveau d'études. Aujourd'hui, où presque la moitié de la Grèce s'apprête à s'exiler de nouveau, et notamment en Australie, comme mon fils Yanis, qui vit en donnant quelques heures de cours par jour dans une école privée, mais par chance, excusez-moi, là j'ai raté un passage. Aujourd'hui, ceux qui veulent partir sont cultivés et ont fait des études. Tu me parles de l'automne qui est arrivé à Paris, mais cela aussi nous met en rage. L'été est encore là chez nous, nous nous baignons encore, nous avons l'une des plus belles patries du monde et un mode de vie que nous apprécions au plus profond de nous. Avant-hier, j'ai entendu le poème de Séphéris mis en musique, belle et singulière patrie. Nulle part ailleurs, je n'en ai vu qui te ressemble. Les larmes me sont venues aux yeux. Jamais encore je n'avais écouté cette chanson avec autant d'amour, avec une telle ardeur. Quelques hommes politiques ont humilié notre pays aux yeux du monde entier. Maintenant, ma patrie est à vendre aux spéculateurs internationaux. Un peuple s'enfonce dans la détresse. J'ai trouvé que dans cette lettre, il y avait absolument tout. Il y avait déjà la délicatesse dont font preuve très souvent les Grecs. Quand les Phléris disaient, j'ai souvent pensé à les envoyer le message qui parle de la crise, mais je ne l'ai pas fait en ne voulant pas communiquer notre tristesse. Je trouve que c'est quelque chose, une délicatesse que je trouve très souvent chez les Grecs. Il y avait l'évocation de l'immigration, des vagues d'immigration successives, et le fait que la Grèce était en train de se vider des jeunes les plus formés, de tout ce qui était la force vive du pays. Il y avait l'amour profond de la patrie, qui est quelque chose que je crois on connaît mal, pour ne pas dire pas du tout, en France. Cette espèce d'amour profond pour la patrie, qui n'est pas du nationalisme, qui est un vrai patriotisme d'amour de la terre et qui vient peut-être du fait que la terre a été durement gagnée et qu'on en connaît le prix. Je pense qu'en France, on n'aime pas la France comme les Grecs aiment la Grèce, avec cet amour profond que je trouve très émouvant. Et puis, il y avait aussi le sentiment d'une fierté humiliée, qui moi me désolait, me peinait profondément. Et cette lettre, je l'ai trouvée tellement belle que, premièrement, je l'ai envoyée immédiatement à un journal qui l'a publiée immédiatement aussi. Et la deuxième chose, c'est qu'elle m'a décidé à me mettre à écrire ce livre sur la Grèce. Donc merci Leptéris. Disons le potentiel de l'écriture de ces livres. Est-ce que tu as trouvé d'abord l'éditeur et après tu t'es mise ou tu avais fini le livre pour chercher l'éditeur? Ça nous intéresse beaucoup aussi, sans donner dans le détail technique. Parce que tellement c'est un projet d'éditeur qui donne l'écriture des livres ou c'est un livre écrit qui trouve un éditeur qui peut le porter? Alors, quand j'ai commencé à écrire, en fait, j'ai pas du tout pensé à un éditeur. J'ai pensé à écrire pour un cercle réduit. Bon, je savais pas très bien où j'allais. J'ai écrit aussi par plaisir, finalement. L'écriture est un plaisir, je crois, surtout quand on se rappelle des moments qu'on a passés, parce que finalement, ça faisait 40 ans que je venais en Grèce régulièrement. Et écrire sur la Grèce, c'était raviver tout un tas de souvenirs et je me faisais plaisir aussi en écrivant. Et je pensais peut-être le diffuser, mais dans un cercle beaucoup plus réduit. Et c'est un ami qui m'a poussé à le présenter à un éditeur qui est spécialisé dans les livres de voyage. Je n'osais pas lui présenter parce qu'en général, il édite plutôt des livres de gens qui traversent la Mongolie à pied avec le sac à dos. Alors moi, la Grèce... traverser au plus en bus, c'était un petit peu léger, je trouvais, pour cet éditeur-là. Mais le texte lui a plu, il l'a édité, donc... Et tu peux nous dire aussi un tout petit peu, je crois que tu n'avais pas de carnet de voyage, tu n'avais pas écrit depuis des années, tu t'es mise avec le souvenir à écrire les livres, non? Oui, alors je n'ai jamais pris aucune note dans aucun des voyages que j'ai faits en Grèce depuis 40 ans.
Je n'écris pas, voilà, je prends très peu de photos d'ailleurs. Et j'ai écrit simplement, j'ai commencé par Égine, parce que Égine est une île dans laquelle je vais depuis, disons qu'Égine, c'est toute l'île des premières fois. Ça a été la première île dans laquelle je suis allée. Ça a été, je dirais presque la première fois que j'ai pris le bateau, la première île dans laquelle je suis allée, le premier temple que j'ai vu, parce que je n'étais pas allée à l'Acropole avant, je suis allée presque directement à Égine. Ça a été ma première taverne, mon premier café Nio, mon premier ouzo, mon premier résiné. C'était Égine, c'est l'île des premières fois. Et donc, j'ai commencé par parler d'Égine, et d'ailleurs, j'ai finalement Égine, et le livre commence pratiquement par Égine. Mais je trouve aussi que c'est une île qui, à travers son histoire, montre un peu toute l'histoire de la Grèce depuis l'Antiquité jusqu'à la ville plus ou moins de l'époque byzantine et jusqu'au fait qu'Égine a été très provisoirement la capitale de la Grèce indépendante. Et donc je trouvais qu'Égine était une bonne manière d'introduire la Grèce. J'ai perdu la question encore. Non, c'est très bien. Là, tu as répondu à tout. Est-ce que tu me permets de lire un extrait? Oui. Je prête ma voix d'abord au livre et avant de le passer à Nicole. Pourquoi avant de vous dire quelque chose, vous allez découvrir, vous êtes grand, il n'y a personne, j'espère, qui va sortir de la salle en osant de ne pas avoir acheté les livres, sinon il sera sévèrement puni. Mais, si vous êtes deux, vous achetez un. Parce que ces livres-là mettent une certaine érudition. Et moi, j'ai fait une grande différence. Une fois, j'étais quelque part, j'étais assez étonné et mis un peu, j'avais rougi un peu, par quelqu'un qui sortait des connaissances encyclopédiques, comme ça, telle date, telle chose, tel machin. Mais un peu comme une sorte d'étalage de connaissances. Et une dame m'a dit, ne t'inquiète pas, lui il est érudit, toi tu es cultivé. Nuance. Alors, elle n'est pas dans le sens, elle nous place pas tel extrait, je connais. Donc, par exemple, tu as tout un livre qui dit, on visite un site antique, après elle passe à une église byzantine, et une page plus bas, il dit, pendant l'occupation franque, et tu as l'histoire de la Grèce, mais dans le texte, elle n'a jamais un ton didactique. Et les poètes grecs qu'elle connaît, je crois bien, elle les incorpore dans le texte, et ça rend comme une sorte de renforcement de la valeur poétique de sa prose à elle-même. J'essaie d'être à la hauteur de son texte, ma lecture. 3 rochers, des bancs calcinés et une chapelle solitaire. Un peu plus haut, le même paysage se répète à l'identique. 3 rochers en forme de portail, rouillés, des bancs calcinés, noirs et jaunes, une petite maison carrée, on fuit dans le chaud. Un peu plus haut, de nouveau, plusieurs fois, le même paysage recommence, on pente tous, jusqu'à l'horizon, jusqu'au ciel souverain. Je ne peux trouver meilleure évocation de ces lieux abandonnés de tous que dans ces vers de ces féris, extraits de Mythistorium. Même solitude ici, qu'à faille et à jadis, même paix, même beauté, ou plutôt une autre beauté, moins majestueuse, et des effets plus émouvante encore, à l'exception de 3 églises plus importantes et d'une basilique, contiennent de belles fresques malheureusement en très mauvais état, la trentaine de chapelles dispersées sur la colline, certaines datant du XIIIe siècle, d'autres plus tardives, sont de petite taille, surmontées d'un campanile où s'élève une cloche qu'on aimerait entendre tenter comme elle le faisait autrefois, du temps où sur la colline par le Hora, qui s'appelait alors Ia, était encore habitée et vivante, etc., etc. Elle finit. C'est sur Égine, vous avez compris, son île de prédilection. Je pense, en s'éminant sur la colline maintenant déserte, à cette vieille femme rencontrée dans un texte du poète Solomos,
tragique évocation duchesse de Missolonghi. Une, on ouvre le guillemet, petite vieille qui parmi les herbes avait planté des petits cierges et levait ses mains desséchées en prenant de l'essence, en pleurant et en remuant sa bouche adentée, elle priait. Femme universelle, intemporelle, semblable à toutes les femmes au milieu des carnages. L'émotion de ces textes, pour moi, ce n'est pas parce qu'elle parle de la Grèce, c'est parce qu'elle parle de l'universel. Elle aime la Grèce parce qu'elle aime la vie, elle aime le monde, elle aime les gens. C'est un profond humanisme. Si la Grèce nous rend plus humanistes, c'est un gain. Si la Grèce nous rend plus compréhensibles, c'est un gain. Si la Grèce nous rend plus sauvants, plus bêtes, c'est pas bien. C'est-à-dire, ça dépend aussi de la personne. C'est pas le pays lui-même. Il y a des gens qui viennent en Grèce, qui viennent bêtes, ils partent bêtes. C'est pas la Grèce qui présente quelqu'un intelligent, je crois. J'étais intelligent avant de venir en Grèce. Juste que tu exprimes très bien tout ça. Oui, parce qu'il y a des gens qui disent des bêtises du style quand nous on avait les partenaires, vous étiez en train de manger des glands sur les... Le fait que Céphaïs est cité, et Solomos avec la dame des gens est cité, montre, pour moi, professeur de grec, qu'elle n'est pas une lectrice bête, excusez-moi la phrase, qui prend la poésie grecque, elle les met sur une table, elle dissèque les cadavres comme font les philologues parfois, pour montrer la stratégie syntaxique, me semble-t-il, du poème. Elle lit les poèmes pour trouver la beauté du poème. Comme on a un autre poème de Céphaïs, écrit pendant la dictature au Cap Sounion, et à un moment elle parle du triangle entre Parthénon, tombe à l'Acropole, le tombe de Poséidon à Sounion et à Phéa, et elle fait toute une remarque autour de ça. On écoute la musique comme dans les poèmes de Céphaïs qui dit celle de la musique et les colonnes c'est des cordes d'une harpe qui chante. Et quand on lit les textes de Nicole, la musique de la harpe du temple, elle est là. Et non pas l'érudition bête et méchante. C'est ça qui me plaît. Deuxième, dans plusieurs points du livre, j'ai trouvé un verbe qu'elle adore, parce qu'elle est tendre et aimante comme personne. Elle aime beaucoup le terme, le verbe se lever. On se love dans la Grèce. On se love. C'est une angalia. Je ne sais pas le dire, c'est dans ses bras, mais angalia, c'est très bon. Alors, comment? Oui, mais on sent là. On se love, on se. Comme un petit oiseau. Alors, moi, je vais vous dire que dans ces textes d'une beauté évidente, on veut se lever dans les textes de Nicole et se protéger par cette beauté, dans un monde brutal qui nous entoure. C'est comme ça, ma chérie. Elle rigolait avec moi, puis je dis, je pleure, Nicole, je dis, ton livre, t'as fait une flaque autour de ton canapé, mais t'as qui? Voilà. Alors, il m'a dit que non, donc il ne pleurait pas tant que ça. Non, et en plus, il y a des gens qui essayent de lui faire des compliments, avec des critiques élogieuses. Alors ils disent, Nicole Dubois-Tartacape est le Jacques Lacarrière du XXIe siècle. Au début, j'ai trouvé assez flatteur. Après, je me suis dit, c'est réducteur quand même. Nicole Dubois-Tartacape, c'est Nicole Dubois-Tartacape, point. Elle n'est pas la Jacques Lacarrière bis. Elle a sa propre démarche. Et la démarche de Nicole, c'est qu'elle aime la Grèce moderne parce qu'elle a une folie. Quand on marche ensemble à Paris, ça nous est arrivé une deux fois. Moi, j'ai dit, c'est loin, c'est grave, j'en peux plus. Elle me dit, mais tu n'aimes pas découvrir ce qu'il y a derrière. Tu n'es pas intéressé à voir ce qui se passe après. Je dis, ah bon? Je dis, moi, c'est ça que j'ai fait en Grèce. C'est là, j'ai dit, et derrière, peut-être il y a un meilleur paysage. Et après, je marche encore. Après, je marche encore.
Moi, je reste au café. Et les Grecs ne marchent pas beaucoup. Et les livres, les guides de Monopathia de Sifnos est vendu surtout à des touristes français qui marchent beaucoup. Les Grecs. Même à Égine. Même à Égine. Même à Égine. Alors, est-ce que tu peux nous donner tes trois textes avec ta voix si délicieuse? S'il te plaît. Je n'avais pas. On demanderait ça maintenant. Tu peux nous lire ça. Le 38, c'est très bien. Pour rester à Égine. Souvenir d'un après-midi de septembre dans une maison de Livadie, à 2 petits kilomètres d'Égine. Silence d'un poids égal à celui de la chaleur. Rien ne bouge dans le dédale des pièces plongées dans l'ombre. Une mouche s'est immobilisée sur un mur. Même les insectes, sonnés, n'ont plus la force de voler. Seules les cigales crient inlassablement leur nom dans une mélopée monotone. Tzitzikes, tzitzikes, tzitzikes. Soudain, elles s'arrêtent tout ensemble. Silence. Puis tzitzikes ose une soliste, déclenchant la symphonie reprise crescendo par tout le chœur. En quête de fraîcheur, le chat s'est réfugié sur le muret qui court le long de la maison. J'aime m'asseoir à cet endroit pour lire face aux figuiers et aux champs de pistachiers, dont les fruits se parent, dès le mois de juin, d'une enveloppe d'un rose fragile qui contraste avec le vert sombre et brillant du feuillage. Au loin, le mont Oros apparaît un peu flou dans la chaleur de l'après-midi. L'odeur des roses flotte sur les terrasses, la cloche du village voisin teinte, légère. Un jour, j'ai voulu voir cette chapelle dont je ne connaissais que le son aigrelé de l'unique cloche. Au bout du chemin qui longe le champ de pistachiers, une grand-mère prenait le frais devant sa porte. Je l'ai saluée, je lui ai demandé où menait la route. Stoholio, au village, m'a-t-elle répondu. Et comme souvent en Grèce, lorsqu'on entame la discussion, particulièrement avec les plus âgés, elle m'a offert le traditionnel glicot, cette fois une petite figue confite dans un sirop très sucré, accompagné d'un verre d'eau, l'un n'allant jamais sans l'autre. Les dieux grecs ont disparu, mais le sens de l'hospitalité, comme le prophétisait mon père, est resté. Et lorsqu'en France ou en Angleterre, le mot étranger ou stranger évoque dans leur racine même un être inquiétant dont il est prudent de se méfier, ici le mot xénos a gardé le sens qu'il revêtait en grec ancien, où il désignait à la fois l'étranger et celui à qui on offre l'hospitalité. Après avoir répondu aux questions traditionnelles, d'où viens-tu, tu es marié, tu as des enfants, combien, garçons ou filles? Ah, 2 garçons, qu'Allah. Je lui ai tendu mon stylo pour qu'elle écrive le nom du village qui, selon ses dires, ne devait pas être très loin. Elle a repoussé le papier et m'a dit « Écris-toi, écris-le ». Et j'ai compris, mais trop tard, que probablement elle ne savait pas ou mal écrire et que je l'avais mise dans l'embarras. Selon toute vraisemblance, elle appartenait à cette génération du XXe siècle où en Grèce, beaucoup d'hommes et la grande majorité des femmes ne savaient pas lire. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de beauté dans ce texte, mais il y a aussi des choses à dire. Si on est un peu titilleur et professeur qu'il faut corriger un peu, on est un peu de, comme on dit, de formation professionnelle, pour dire par exemple que le fait qu'on appelait Oxenios Dias, pour montrer que c'est le Dieu protecteur de l'hospitalité, on a eu par exemple il y a quelques années à Athènes, les opérations dites balais au centre d'Athènes pour débarrasser des étrangers, et le gouvernement avait trouvé la très mauvaise plaisanterie de les appeler Schiedio Xenios Dias, c'est-à-dire balayer les étrangers en appelant le Dieu hospitalier. Et on voit que par exemple là, une colle, parfois, elle tombe dans les, comment on peut dire ça, les pièges de quelqu'un qui ne veut pas voir les mauvais côtés de son amoureux. En même temps, quelque part plus tard, elle dit, mais quand même, c'est très grave qu'actuellement en Grèce, elle dit, et parfois elle copie un slogan dans le mur qui dit, nos grands-pères des réfugiés, nous des émigrés, non, nos grands-pères des réfugiés, nos parents des émigrés,
est-ce que nous, on va devenir racistes? Alors, elle dénonce ça. Alors, le livre, il faut le lire dans son genre parce que chaque chapitre dialogue avec l'autre chapitre. Et il y a à la page 41 une phrase qui m'a beaucoup plu, parce que peut-être je me reconnais moi-même, parce qu'en France, je suis mal vu, parce que je suis un grec brut, et en France, je suis un Parisien trop tendre. Alors, je dis, qu'est-ce que je suis? Brut ou tendre? Je ne sais pas. Alors, elle a dit, il y a chez les Grecs une délicatesse extrême cachée derrière une apparente brusquerie. Je trouvais très bien. Merci beaucoup, tu m'as décrit. Je me reconnais. Et je crois que ces Grecs avec la délicatesse extrême, je ne sais pas si je l'ai, mais c'est les Grecs que Nicole retrouve. Il y a des Grecs un peu bruts. Ils sont le côté extrêmement beau. Et, je peux vous lire d'autres, il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup plu. Il y a des passages d'une rigolade pas possible, on ne peut pas vous dévoiler tous les secrets, mais après une aventure pas possible, il se trouve dans un car, dans un bus, elle, et elle a gagné, elle a pu prendre le bus, c'est une aventure pas possible, j'étais par terre en rigolant en lisant cela. Elle rentre dans le bus triomphalement parce qu'elle a pu prendre le bus après tant d'aventures. Et au bord du bus, le cœur n'en finit pas de me questionner. J'allais donc à Tripoli, j'allais à Sparte, on m'avait vu à la gare de Molaï. Pourquoi n'avais-je rien demandé? À propos ici, où vas-tu? Tu es en vacances, et surtout tu parles grec? Tu as des parents grecs? Non. Des grands-parents alors? Non. Ton mari peut-être? Non. Ou bien tu travailles à Athènes? Non plus. Mais alors, pourquoi parles-tu grec? Et la question qu'elle n'a pas mis, et tu payes en plus les cours. Ça, c'est classique, tout le monde le dit. Et ça, tu vois que dans un texte très équilibré, avec une structure du livre extrêmement intéressante, parce que c'est une structure comme un opéra. Tu as un acte, un intermède musical, un acte, un intermède musical. L'acte, c'est une région ou une grande ville. L'intermède musical, c'est par exemple, 2 pages sur le comboloïd, 2 pages sur les répètes, je ne suis pas tout à fait d'accord d'ailleurs. 2 pages sur, je ne sais pas quoi, les caïmons, 2 pages sur les philotmos, 2 pages sur les cafénios. Et là, comme ça, des petits intermédiaires fantastiques. Et à la fin, il y a une petite remarque amicale à te faire. Quelque part, tu dis, mais il y a mes petits-enfants n'est pas abandonnés ou les trucs que je n'ai pas mis. Elle a dit, je vais vous faire une blague. Je mets un article additionnel qui s'appelle Piquilia. Et à Piquilia, elle a mis des petits trucs comme ça où on peut picorer. Mais moi, Piquilia, finalement, j'ai trouvé que ce n'était pas un défaut du livre. C'était, et à vous maintenant de faire votre Piquilia à vous, un clin d'œil au lecteur, allez-y écrire votre Piquilia à vous. Est-ce que c'est parce qu'elle aime tous les poètes, je ne sais pas si mais je trouve que quelque part, tu es très Ritsos. Parce que Ritsos, il disait à la fin de Καπνισμένο τσουκάλι, si ma mémoire est bonne, s'il y a des Grecs dans la salle, ils me corrigent. Τέτοια ποίηματα σου γράφουμε και εμείς. Αυτό θέλουμε. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο, εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. C'est-à-dire, de tels poèmes, vous allez me dire qu'on peut écrire nous aussi. Et dit, c'est ça que nous voulons faire. Parce que nous n'écrivons pas pour se distinguer du monde. Nous, on écrit pour s'unir avec le monde. Et c'est ça que nous voulons. Alors, c'est ça qu'elle fait. Si je peux me permettre. Je trouve que tu as un équivalent avec un Ritsos dans ton attitude. Non, ce que je voulais, quand Nikos parle de cette aventure où je finis par monter dans un bus, je veux juste en parler rapidement parce que je trouve que ça aussi c'est la Grèce. On dit toujours qu'en France rien n'est impossible, ce qui est complètement faux, alors qu'en Grèce, je trouve que la phrase peut s'appliquer. En Grèce, rien n'est impossible. En fait, j'étais partie de Monemvasia pour aller à Sparte et je devais faire un changement de bus à Molaï.
Et à Molaï, bon, j'attendais, le bus devait partir, je crois, à 11h. J'attendais patiemment, je suis allée voir, rien ne bougeait, le bus n'était pas affiché. Je suis allée voir aussi si dans les bus qui étaient à quai, Sparte était indiqué, non, rien. Donc à 11h, je ne suis pas très inquiète de nature, donc à 11h, tout je peux passer. Je suis allée voir mon guichet, puis j'ai dit mais le bus est retardé, le bus pour Sparte. On me dit quel bus? Celui de 5h cet après-midi. Et j'ai dit non, celui de 11h. On m'a dit il vient de partir. J'ai dit mais enfin j'ai regardé partout, il n'était pas affiché. On m'a dit non, il allait à Tripoli, donc c'est Tripoli qui était affiché. Je dis, mais il n'y a rien avant 5 heures. Il me dit, ben non. Comme j'avais l'air très embêtée, l'employé me dit, mais si vous voulez vraiment partir maintenant, pour aller à Sparte, prenez un taxi. Je lui dis, mais c'est pas possible, je ne vais pas payer un taxi jusqu'à Sparte. Il me dit, non, non, mais vous prenez un taxi et vous rattrapez le bus. J'aurais été en France, je me suis dit, elle se fiche de moi. Et comme j'étais en Grèce, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Donc je suis sortie de la gare routière. Il y avait un taxi qui passait, je l'ai arrêté. Je lui ai dit, mais est-ce qu'on peut rattraper le bus qui vient de partir? Il m'a dit, oui, ça n'a pas donné du tout. Donc on a commencé à rouler. Et je me rappelle, la route était superbe. Il y avait des lauriers roses immenses comme des arbres tout le long de la route. Et je me disais, bon, peu importe si on rattrape pas le bus, c'est tellement beau que ça vaut la peine. Et à un moment, le bus, le taxi me dit, ah ben le bus a dû faire le plein là à la station-service, je vais demander. Et la station-service, on lui dit, il vient de passer. Donc il me dit, qu'est-ce qu'on fait, on continue? Je lui dis, ben oui, on continue. Donc on a continué. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'à un moment, le chauffeur me dit, ben regardez, le bus, il est là-bas. Il a fait un appel de phare. Le bus, immédiatement, a mis son clignotant, s'est arrêté sur le bas-côté de la route. Donc, le bus arrêté, le taxi derrière, le taxi a descendu mes bagages, le chauffeur de bus a ouvert la soute, et voilà comment j'ai rattrapé le bus qui allait à Sparte. Et je trouve ça extraordinaire. Et ça, c'est impossible en France. C'est pour ça que je dis que l'impossible n'est pas grec. Et si vous voulez, parfois, j'aime bien cette histoire, mais moi je ne voulais pas la dévoiler, mais c'est pas grave. On aurait pu dire que cette histoire, aujourd'hui, ce soir, elle est un peu saugrenue, parce qu'un Grec de Paris vient vous parler de la Grèce à vous qui habitez en Grèce, que vous la connaissez mieux que moi peut-être, et une Française de Paris vient parler à des Français qui vivent à Athènes. Mais ce qui est très bien, c'est quand on a lu ces livres, on a envie de découvrir et d'écrire. Alors c'est un dialogue qui a sa raison d'être dans un cadre d'une librairie francophone, la meilleure librairie francophone en Grèce, parce que c'est un appel. Moi j'ai compris que je vis, être grec c'est une grande discussion. Si je peux me permettre, je peux dire une anecdote de ma vie aussi. Quand en 1984, je suis arrivé en France, j'étais Nikos Grekos. Puis j'étais assez bizarre comme je suis encore. Quand j'étais gamin, j'allais dans des villages de mon oncle. Il me disait, Pianou isse, de qui tu es, comme on dit dans le village. Et moi j'étais assez révolté à 4 ans. Je répondais, Είμαι ο Νίκος Γρεκός. Je suis Nikos Grekos, je suis des personnes. Alors, quand je suis arrivé en France, j'étais Nikos Grekos. J'écoutais du rock, j'étais machin, et je suis dans un car où il y avait 50 boursiers du gouvernement français de différentes nationalités. On écoutait la radio FIT, que vous connaissez peut-être. À un moment, il y avait Zorba de Theodorakis. Tous les bus m'ont montré comme ça. Il m'a dit, c'est toi Zorba, danse. Moi, je dis, c'est moi Zorba, danse. Et là, je dis, mais qu'est-ce que c'est d'être grec? C'est rien, je suis Nikos Grekos depuis 4 ans, qui est un peu spécial. Pourquoi je suis Zorba? Et là, c'est l'histoire de la nationalité, des machins, vous allez voir les différentes facettes de chaque personnage. Alors, quand elle vient à Athènes, Nicole, elle écrit Athènes n'est pas un aristocrate. Peu lui importe de paraître. Elle vit
s'adapte, se bricole. C'est une roturière qui affiche le béton avec des involtures. Et tant pis si l'on ne sait pas voir. Dans la cohue de Monastiraki, les saisissants télescopages architectural qui, d'un seul regard balayant 2 millénaires et demi d'histoire, permet d'englober la mosquée ottomane de Tistarakis, les colonnes de marbre de l'Agora romaine, les façades néoclassiques d'une demeure bourgeoise ou de la gare, la coupole d'une église byzantine du Xe siècle, et au loin, fermant l'horizon, les rochers de l'acropole surmontés du Parthénon. En un paragraphe, elle vous donne l'histoire de la Grèce sans prise de tête, avec une beauté qui te donne envie de prendre ton amoureux, ton amoureuse par la main, aller se promener à Monastiraki. C'est ça qui me plaît dans ton texte. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans le sens de la tendresse. Il y a des sentiments. Et je crois que les gens qui apprennent les grec ne peuvent pas rester froids. J'espère, je crois. Ça vous intéresse tout ça? On va finir petit à petit parce qu'il paraît qu'il y a des réjouissances, un verre, de l'amitié, des discussions. Vous avez énormément un florilège d'informations, beaucoup d'éléments historiques, énormément envie de continuer, énormément de remarques parfois un peu naïves, et en même temps, quelques part plus tard, des remarques naïves dans le sens de l'amitié, l'amour est un peu naïf. Ne prenez pas naïf dans le sens on aimerait que la Grèce soit un peu mieux que ce qu'elle est. Mais en même temps, deux, trois pages plus tard, l'émergence de nouveaux riches dépourvus de culture, les Grecs ne sont pas cultivés, et l'éclosion d'une classe politique qui n'a cessé de flatter le peuple à coups de slogans populistes. Maintenant, pendant des décennies, la Grèce dans des structures, maintenant, pendant des décennies, la Grèce dans des structures archaïques. Et paf, elle donne les moments où il faut protester, manifester, combattre. Tu dis, l'amour ne rend pas aveugle, mais ça peut rendre clairvoyant. J'ai repris là, ces propos en fait m'ont été soufflés par Nikos Dimou. C'est une vision, c'est pas forcément ma propre vision, mais je la trouve intéressante peut-être, que je dois à Nikos Dimou, si je ne me trompe pas. Oui. Qui a écrit le Malheur d'être grec, qui a beaucoup choqué, mais qui est intéressant. Je voulais qu'on finisse. 2 minutes. Je voulais juste vous me donner 2 minutes. Est-ce qu'il y a des questions avant de conclure? Je voulais chercher un extrait sur Ithaque qui est caractéristique. Est-ce que vous avez des questions à poser ou des remarques? Quelque chose? Oui. Allez-y. Bonsoir. Je voudrais vous demander si vous trouvez des différences, comme vous avez... Excusez-moi. Oui, bonsoir. Je voudrais vous demander comment ça fait 40 ans que vous avez commencé à venir ici en Grèce. Est-ce que vous trouvez des différences entre la première fois et maintenant par rapport, je m'intéresse plutôt par rapport au niveau de comportement, attitude, de solidarité, de connivence, c'est ça, voilà. Alors effectivement, il y a longtemps que je suis venue. Je trouve que la Grèce a changé, la Grèce évolue, heureusement, comme tous les pays. Je trouve que fondamentalement, la Grèce et les Grecs sont restés les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des apparences de choses qui ont changé. Par exemple, hier, je mangeais dans une taverne qui s'était modernisée, mais il reste encore cet esprit grec, et ça c'est quelque chose de très particulier, je trouve. Tout en modernisant les lieux, par exemple, les Grecs gardent un esprit, et je ne sais pas à quoi l'attribuer, cet esprit. On sent que c'est grec, on ne peut pas être ailleurs qu'en Grèce, bien que les tavernes, parfois maintenant,
soit pas exactement conforme à l'idée qu'on se faisait d'une taverne il y a 40 ans. Et malgré tout, ça reste très grec. Et hier soir, je me disais ça, je me disais, c'est fou parce que à quoi tient cet esprit grec? À quoi tient L'un de mes enfants me disait, c'est fou parce que quand on est en Grèce, il y a 3 tables, 2 chaises, elles sont bancales et c'est beau. Et c'est vrai que ça, c'est une question que je me pose et peut-être que ça vient de la lumière qui donne aux choses un relief particulier. Peut-être que ça vient d'une très grande simplicité, je crois, et peut-être aussi de ce mot grec que j'aime bien et qui, je crois, vient du turc, qui est meraki, une espèce de soin et d'amour en même temps qu'on apporte aux choses, et qui font que dans la moindre taverne, il y a un endroit que j'aime beaucoup qui s'appelle Di Porto à Athènes, qui est en sous-sol. Et je trouve que là, je vois le mot muraki, parce que ce sont des tables, des vieilles tables, c'est un vieux comptoir en marbre, mais il y aura un pot de basilic où il y a des petits détails qui montrent que chaque chose est pensée et qu'on a apporté du soin et de l'amour dans chaque chose. Et je crois que ça, pour moi, c'est très grec. Exact. Mais il ne faut pas les perdre. Mais j'ai pas l'impression que ça soit. Ah. On Est-ce verra. que vous avez d'autres questions ou d'autres petites remarques ou réflexions? Oui, j'ai une petite, j'ai une petite question. J'attends. Je vais attendre. Je vais être court. Il y a juste un mot dans le sous-titre, songe. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ce mot songe? Est-ce que vous songez à une Grèce différente ou est-ce que c'est les rêves que vous avez eus qui ont été confortés avec la réalité que vous avez eue? Voilà, c'est tout. Alors, ce sous-titre, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est l'éditeur. Mais j'ai tout de suite été d'accord pour ce sous-titre. Parce que pour moi, ça correspond exactement à ce que j'ai voulu faire. Certaines personnes m'ont dit, certains critiques, que ce livre avait un côté impressionniste et un côté pointilliste. Je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire que en fait je partais d'une image et puis ensuite je laissais un petit peu vagabonder mon esprit. C'est un vagabondage ce livre, je dirais. Et un lieu m'amenait le souvenir d'un poème, qui m'amenait le souvenir d'un fait historique, où un mot m'apportait aussi une foule de souvenirs qui n'avaient pas forcément de rapport direct. Et le songe est un peu là, je crois. C'est le fait de se laisser aller à partir d'une image, à partir d'un souvenir précis, d'une photo, ou de se laisser aller à penser à un passage de lecture, à un passage de poème, à un événement historique, et essayer de, même pas essayer, laisser les choses venir comme ça. Je pense que c'est un peu ça. Et je pense à un ami très cher d'ailleurs, universitaire parisien, qui m'a dit, mais ces livres avec le titre Calimera, ça doit être très simpliste. Et moi, j'étais un peu énervé parce que ça veut dire qu'il n'a pas vu les livres. C'est le premier regard, la pensée binaire. Calimera, c'est pas bien. Phonographie, c'est pas bien, c'est pas universitaire. L'excopolio, c'est pas une grande institution, c'est pas bien. Vous n'êtes pas trop diplômé, c'est pas bien. Alors, Calimera, ça montre. Calimera, c'est tout un programme de vie. Calimera, c'est aussi simple. Calimera, ça veut dire c'est l'amour, on peut attendre. Et après, ces jours, c'est les fêtes. Moi, je les prends comme ça. Songe, ces jours, c'est l'objectif. Songe, le subjectif, la discussion. C'est ce que j'ai dit que ce livre, c'est un livre de dialogue. Et en terre grecque, j'aurais pu faire une dissertation à l'école fantastique, terre grecque. Parce que nous, Grecs, on a le mot Elada, le mot Hellinikokratos, Élines, mais on a le mot Eladites, pas traduire Eladites. C'est le grec de la Grèce, tandis que Élines, c'est le grec d'Égypte, de Constantinople, de l'étranger. Eladikos choros,
c'est l'attique, ça ne veut rien dire en français. Et terre grecque, ça englobe mieux la terre, c'est ce qu'elle a dit sur Kazantzakh, qu'il avait toujours un peu de terre crétoise avec lui pour la toucher quand il était malheureux. Et terre grecque, ça veut dire, je ne sais pas comment on dit, par exemple, les danses grecques, on a des danses où on s'appuie sur la terre. Donc quand on va dans les montagnes, c'est plus du tsaniko, mais on a la terre, on n'a pas des pointes. On est avec la terre chthoni, en grec ancien, si je ne me trompe pas. C'est comment je l'ai vécu. Je vais vous montrer un objet bizarre. Pas bizarre, un objet fascinant. Cette Nicole Tartakat-Dubois, Égine, est devenue un petit livre en grec, Iegina tis Nicole Dubois Tartakat, traduite par Lefteris Diakogiannis, à Égine, pour que les gens d'Égine voient comment une Française amoureuse d'Égine voit l'île. Et je crois qu'il y a eu un accueil très favorable, non? Par les gens de... Est-ce que tu veux nous dire des mots? Oui. Avant que Leftéris parle de ce petit livre, je voudrais dire aussi, parce que moi je tenais beaucoup à parler du livre de Leftéris, Tu pars toi aussi, qui est un livre qui à la base s'appelait Mal d'Afrique. C'est un livre que Leftéris avait écrit sur ses souvenirs. C'est une autobiographie en quelque sorte. Et Leftéris un jour m'avait donné le manuscrit de cette autobiographie. Et quand je l'ai lu, j'ai trouvé que ce Mal d'Afrique ne parle pas uniquement de l'Afrique, mais était extrêmement intéressant parce que il reprend tout le parcours en fil rouge. Il y a l'histoire des exils successifs de son père, le sien, et il y a aussi le déracinement des gens de l'Asie mineure qui ont dû venir en Grèce. Donc en fait, je trouvais que ce livre, ce manuscrit de Leftéris avait vraiment un intérêt réel parce qu'il retraçait un peu l'histoire de l'immigration en Grèce, de l'exil, pendant pratiquement un siècle. Donc ce premier, Leftéris avait jeté un petit peu ses idées comme ça, je les ai traduites, elles ont été reprises après et retravaillées avec une amie de Leftéris qui est parfaitement bilingue, ce que je ne suis absolument pas, José Paillidas, qui a apporté beaucoup d'améliorations à ce livre et ça a donné ce livre qui s'appelle Tu pars toi aussi, le titre ayant été changé parce que Mal d'Afrique n'était pas assez large à notre goût. Donc voilà, et je trouve que ce livre de Leftéris m'a aussi permis de comprendre beaucoup de choses, parce que traduire, c'était Jeanne Roque-Tesson, j'entendais la dernière fois qu'elle est venue et qu'elle a présenté une traduction, elle disait que traduire, c'est amener, elle citait une phrase qui disait traduire, c'est amener un texte au plus près de son cœur. Et c'est exactement ça, quand on traduit, on plonge vraiment dans un texte. Et c'est grâce au texte de Leftéris que j'ai particulièrement et notamment compris le sens du mot topos, c'est-à-dire l'endroit où on a ses racines et l'endroit où finalement on retourne toujours en pensée au moins et dont on ne se détache jamais. Pour Leftéris, c'est l'île de Kos et je crois que Leftéris se sent toujours comme un déraciné. Même s'il est à Égine depuis très longtemps, pour lui, son topos, c'est Kos. Et c'est en lisant Leftéris et en traduisant ce premier texte, et donc en l'amenant au plus près de mon cœur, que j'ai pu comprendre peut-être plus de l'intérieur ce que c'était que le topos, et puis tout un tas de notions, donc qui m'a aidé à mieux comprendre aussi la Grèce et les Grecs. C'est pour ça que je viens en parler ce soir. D'abord, il faut m'excuser pour mon mauvais accent, parce que je n'ai pas étudié de français. Je n'ai pas ouvert le CD. Ça va? Nicole, mon ami, l'ami qui déborde d'amour pour la Grèce, et en particulier pour Égine,
où elle eut son premier contact avec la Grèce. Comme elles le disent avec fierté. Je la revois encore au tout début de notre rencontre, voilà plus de 25 ans déjà. Je ne sais plus à quelle occasion je lui avais donné quelques-unes de mes premiers poètes. L'été suivant, elle dans mon café préféré, jusqu'à côté de mon magasin, le café que mes amis appelaient en rien mon bureau. Elle est venue avec ses petits cadeaux, ses surprises, et avec la délicatesse qui la caractérise, elle m'a donné un petit livre, comme on le faisait dans le temps, assemblé avec une ficelle. Elle était allée jusqu'à l'illustrer. Elle avait fait toutes les bouquinistes pour trouver des dessins africains pour accompagner mes poèmes qui parlaient de mes séjours en Afrique. C'est elle qui m'a fait entrer dans le monde de la poésie. C'est elle aussi qui s'est intéressée à l'histoire de ma vie. J'avais écrit un texte un peu au hasard dans le désordre. Je l'avais appelé Mal d'Afrique. Elle a lu, l'a porté, et elle en fait une première traduction, m'a encouragé et m'a demandé que ce manuscrit pouvait devenir un livre. C'est ainsi que le texte initial que j'avais appelé Mal d'Afrique est devenu par toi aussi. Après un long travail effectué en collaboration avec José Paguidas, pendant des mois, des mails ont traversé la Méditerranée, ils passaient par l'Italie pour arriver à Paris avant de devenir hypnotisés à Ésine et Epidore. Mais c'est une autre histoire et le moment est venu maintenant de parler de Calimera. Ce livre magnifique que j'ai tant aimé parce qu'il est un hymne à la Grèce. Nicole Dubois d'Artacap nous entraîne avec elle aux quatre coins du pays. Et ce qui m'a frappé, c'est sa connaissance parfaite de tout ce qui touche ce pays, le mien, et qu'elle connaît mieux que moi, à tout point de vue. Il s'agissait de l'histoire, de la géographie, de la culture, de la poésie, de la mythologie, des danses, des cleftiquants, des grands jusqu'aux plus petits écrivains. J'ai surtout admiré l'art avec lequel elle relie tout ça, ses connaissances et son vécu, à propos de chaque endroit qu'elle visite, de chaque île et avec laquelle elle fait revivre le passé. Elle s'est donné envie de visiter les villes ou les régions qu'on ne connaît pas. J'ai lu des quantités de guides de voyage que j'ai trouvés plats, insipides, sans aucun note poétique. Dans les pages de Nicole, on a l'impression de sentir l'odeur de la vraie cuisine grecque, telle qu'on le faisait encore dans certaines régions éloignées. Le parfum de fleurs qui bordaient les chemins des îles. Nicole se mêle aux gens simples. Elle les parle, il lui parle, elle les aime, il les aime. Et c'est cela aussi qui rend son livre attachant. Ésine, elle continuait à y venir et à y revenir. Ésine est une partie de sa vie, une partie d'elle-même. Et c'est pour mes amis d'Ésine qui ne lisaient pas le français, qu'à mon tour, j'ai traduit une partie du livre de Nicole en grec. Lexicopolio nous a demandé, il y a une surprise après, on va prendre le verre de l'amitié, et il y a des amis qui nous ont demandé, si possible, de se faire dédicacer les livres qui ont bien été par Nicole. Je voulais juste dire que presque vous tous, je crois tous, vous connaissez le poème Ithaque de Cavafy.
Et alors elle parle de ses voyages, et inspirée par ses poèmes, elle veut aller à Ithac. Et je vous lis juste, je lui ai demandé la permission, normalement elle devait l'avoir les mots de la fin, mais je prête ma voix à son magnifique texte. Alors, elle est à Ithac. Elle dit, alors d'où vient? Je n'ai pas ressenti ici cette vibration qui m'est venue à la vue d'autres sites, Mycène, les tons d'Afaya, Mistra. Est-ce d'avoir cru trop fort jadis à un mythe trop grand pour qu'il puisse être un jour confronté à la réalité? Ou est-ce que parce qu'à Ithac, je n'ai trouvé aucune pierre, aucun lieu où ancrer les images que j'ai portées en moi, plus l'endroit où rencontrer Pénélope, Aimée, Télémaque ou Ulysse? On parle bien d'une grotte où ce dernier aurait caché les trésors offerts par les Phéaciens, d'une source où il aurait rencontré, habillant mendiant, les porchers Aimés, mais du palais d'Ulysse, de la plage sur laquelle il a débarqué, de la cabane du porcher, aucune trace, aucun indice, même qui permette raisonnablement de se dire « c'était là ». Pire, aucune preuve qu'il s'agisse bien de cette île, et non peut-être de sa voisine Céphalonie, ce que je me refuse à envisager. Comme pour Ulysse, touchant enfin au rivage, tant de fois espéré, une brume s'interpose entre Ithac et moi, qui brouille les pistes et m'empêche de reconnaître l'île qui prit forme en moi lorsque j'étais enfant. Mais finalement, quelle importance!